Pierre, donc Pierre, alors, on le connaît, il est né en 1951, il est passé par Sciences Po, par Harvard, et puis tu avais notamment une thèse sur le nucléaire. D'ailleurs, le nucléaire, il y a quelques années, on avait reçu Anne Lauvergeon, enfin plein de gens, c'était pas du tout à la mode, pas du tout à la mode. Et là, depuis 5 ans, c'est super tendance. Comment on explique ce changement de mentalité presque? Il faut demander à Emmanuel Macron, il était hier avec mon copain Xavier Bertrand, je crois que c'est le nôtre. Oui, c'est le nôtre. Il était dans le Nord, chez Framatome, se réjouissant du redémarrage de l'énergie nucléaire en France. Tout le monde a oublié que c'est lui qui a fermé Fessenheim, quoi. On est capable de tout dans ce pays, de casser la plus belle machine énergétique qu'on avait en Europe, de la casser nous-mêmes. Puis ensuite de réinventer le même programme après avoir tout cassé. 6 ans plus tard, en découvrant que ça coûte, puisqu'on a démantelé les équipes, les types sont partis, et on découvre que Flamanville, ça coûte 23 milliards, qu'on s'est planté en Hollande, en Finlande, etc. Le nombre de gâchis infligés par les franco-français, c'est terrible. C'est pour ça que je disais qu'à Caroline a raison de s'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau des plus brillants personnages issus de l'énergie française. Je suis consterné. Concerné, quoi. Je me souviens quand j'étais avec Chirac, on allait vendre des réacteurs nucléaires en Corée, en même temps que des TGV, d'accord. Aujourd'hui, les Coréens vendent des réacteurs à notre place à Abu Dhabi et leurs trains vont plus vite que nos TGV. Ouais, c'est agaçant. C'est assez agaçant. Donc je pense que nous portons une très grave responsabilité dans la désindustrialisation de notre pays. Pierre, donc tu as été également très proche de l'OTAN pendant quelques années. Aujourd'hui, quand tu vois que c'est menacé, qu'on demande des sous, qu'il y a un monsieur bizarre qui est président des États-Unis, comment tu vois les choses? Je me marre. J'ai été en effet élu président de l'Assemblée de l'OTAN en pleine guerre d'Irak, au début des années 2000. Et j'ai eu la chance de vivre des moments très rares avec Chirac au moment de la chute du mur de Berlin et de la naissance de la nouvelle Europe. Et puis, comme président de l'Assemblée de l'OTAN, d'être en Ukraine en 2003-2004 au moment du premier Maïdan, de voir les pays de l'Est se tourner vers nous et regarder l'OTAN comme le sauveur suprême. L'un des paradoxes que je décris dans le livre aujourd'hui, c'est que les Américains ne veulent plus du tout que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, alors même que c'est une des causes de cette guerre. Qui vont nous laisser l'Ukraine en gestation, à nous les Européens? Il faudra payer, il faudra trouver comment sécuriser ce pays qui va être amputé de toute la partie Est, qui va sortir de la guerre ruiné, ravagé, politiquement instable et surmilitarisé. Donc c'est une situation extraordinairement compliquée pour nous. Et pour ajouter, et là quand je dis que je me marre, je plaisante, mais une formule de style. Quand on voit que le nouveau président des États-Unis, de façon très sérieuse, entend récupérer Panama, bien sûr, en oubliant que c'était Lesseps qui avait creusé le canal, le Canada, qui largement était français avant d'être anglais, mais que les Américains voulaient occuper en 1812, tout le monde a oublié ça. Et bien sûr, le Groenland, sur lequel ils ont des bases. Moi, j'ai été à la base de Thulé, comme président de l'OTAN, où d'ailleurs ils avaient craché un B-52 avec 2 bombes atomiques. Ah, pas terrible. Et dans le musée de la base, il y a toujours la porte du bombardier américain. Ils ont retrouvé les bombes atomiques après, qui heureusement n'avaient pas pété. Et donc le Groenland, c'est vraiment stratégique, sauf que ça appartient à un pays de l'OTAN. Il y a dans l'article, dans le traité de l'Atlantique Nord de 1949, il y a un article 5 qui prévoit que si un pays est attaqué, les autres pays doivent se souder en défense. Alors, j'attends avec intérêt de voir quand Emmanuel Macron va demander l'application de l'article 5 de l'OTAN contre les États-Unis. Ça va être assez cocasse. Mais on en est là. Je veux dire, on est en train de vivre, à l'issue de ce qui vient de se passer avec la guerre d'Ukraine, qui est vraiment un basculement du monde. Parce que c'est une guerre dans laquelle on sait, bien sûr que la Russie a envahi, comme elle avait envahi la Crimée en 2014, mais il y a une histoire très complexe derrière, depuis 900 ans, puis depuis 33 ans que l'Ukraine est indépendante. Ce qu'on peut dire, c'est que les Russes n'ont jamais admis, naturellement, que ce qu'ils considéraient être comme les petits frères s'en aillent, surtout à l'Ouest, et puis nous, on n'a jamais eu de stratégie. On n'a jamais... D'abord, on ne connaissait pas... quand le premier ambassadeur de France, qui était consul, a été nommé en 91 en Ukraine au moment de l'indépendance, il n'y avait pas un Français, vous m'entendez,
pas un Français en Ukraine. Donc c'est une espèce de tache blanche dans l'histoire de l'Europe. L'Ukraine, c'était une partie de la Russie. Donc eux, ils ont une stratégie, les Russes. Nous, en face... Enfin, ils ont une cohérence, en tout cas. Voilà. Or, Clausewitz enseigne que, retenez ces mots parce que c'est important, le but, le dessein politique est le but. La guerre n'est que le moyen. Et un moyen sans but ne se conçoit pas. Donc, quand vous faites la guerre et que vous ne savez pas quel est le but, vous risquez de vous retrouver à l'arrivée avec des situations très difficiles à gérer. C'est ce qui nous arrive, avec en plus une guerre qui a métastasé et percuté un certain nombre d'autres conflits dans le monde. On a fabriqué une alliance dramatique entre les Russes et les Chinois contre nous, à laquelle se sont agrégés des pays parfaitement toxiques comme l'Iran et la Corée du Nord. Imaginez-vous des soldats nord-coréens qui se battent aujourd'hui en Europe. C'est une révolution historique et stratégique sans commune mesure. Dans le temps, c'était les Européens qui allaient se battre en Corée, mais les Coréens qui se battent en pleine Europe, c'est un changement radical. Donc on est en train de vivre un changement du paradigme mondial, ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse, un basculement du monde avec les BRICS vers un système anti-occidental, anti-sanctions, anti-dollar, anti-valeurs occidentales qui est en train de se créer en Afrique du Sud, avec même des pays alliés comme l'Arabie saoudite qui rejoignent les Chinois et autres. Donc vous êtes en train de voir un basculement du monde, c'est le thème du livre. Et nous, les Européens, pardon, je ne veux pas vous gâcher la soirée. Parce que, pour l'instant, c'est quand même bien parti. Hein, mais, je préfère parler on peut parler du panda, qui est aussi un... On va revenir parce que les crottes de panda, on y a réfléchi avec Caroline, il y a un truc à faire. On peut parler du panda, on peut parler pinard, moi j'ai rien contre au contraire. Pour l'instant, restons sur les choses. Et vous l'avez compris, rien contre la gastronomie non plus. Non, on est en train de vivre un moment très difficile pour l'histoire de l'Europe et l'histoire de la France. Et je ne vous cache pas que c'est un moment où il faut regarder notre histoire, prendre conscience de ce qui nous arrive et faire quelque chose. Et pas se contenter... Qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre? Parce que c'est bien de dire qu'il faut faire quelque chose, mais concrètement, demain, tu es président de la République, ou tu es grand Manitou de l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Manitou de l'Europe, j'y crois pas parce que j'ai été ministre de l'Europe. Si okay, il faut savoir que si tu es ministre de l'Europe, tu vas te trouver dans une salle qui fait 2 fois ça, où tu vas voir 28 connards autour de la table, sans parler de la présidente de la commission, du conseil, etc. Tu un connard de plus. Tu es entouré par une centaine de fonctionnaires, très bien payés, et tu as des écrans de télé devant toi pour voir le type qui va parler. Chaque pays a 2 minutes. 2 minutes. Comment construire en 2 minutes? Alors, 2 minutes, 28 pays multipliés par 2, je vous fais le coup, ça fait 1 heure. Et donc, vous pouvez traiter aucun sujet. Donc, les sujets sont traités par des fonctionnaires derrière les portes. Et c'est une boutique qui ne fonctionne plus, qui est vraiment... Tu es anti-européen ou tu es anti-Europe? Mais non, je trouve que l'Europe ne fonctionne plus, c'est tout. Je veux dire qu'il faut revenir à un noyau dur de très peu de pays et arrêter ce cinéma qu'on va transformer ça en ONU. Quand je vois la maire Van der Leyen proposer d'élargir à 40 pays, c'est une déclaration de suicide collectif. Bon, dis-moi, est-ce qu'il y a quand même des points positifs? Parce que là, c'est le burn-out est proche. Bon, il y a Caroline, heureusement. Mais je ne suis pas en burn-out. Je suis en train de dire, vous êtes marrants les Français, on vous dit les trucs, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les 3 premières mesures à prendre quand tu seras, je ne sais pas quoi, pour essayer en tenant compte de ce contexte. Ce que tu fais en arrivant, mon cher Alain, c'est que tu prends un gars qui va te nettoyer 900 milliards de dépenses sociales, dans lesquelles tu vas trouver que, par exemple, il y a un millier ou 1500 agences gouvernementales dont la moitié ne servent à rien. Et tu vas tout de suite récupérer 10% de 900 milliards. Et tu auras réglé ton problème de déficit budgétaire. Et si tu fais un petit effort supplémentaire, tu vas même pouvoir t'acheter une défense nationale. Et même si tu fais un effort, tu vas pouvoir contrôler tes frontières. Pas en disant ça va être Frontex, ça va être machin, un truc. Ensuite, tu fais comme Trump a fait, tu vires les 50 000 fonctionnaires. Lui, il en a 50 000 de virés. Je vous paye jusqu'en septembre, vous pouvez partir. Tu prends le haut de la haute administration et tu mets des mecs à toi qui vont refaire un certain nombre de choses, notamment le droit administratif. Par exemple, ce que je viens de voir là, sur l'action du tribunal administratif, je vous parle en toute liberté, alors que le gouvernement algérien littéralement humilie la France en refusant de reprendre un citoyen algérien condamné par la justice française, qui soutient le gouvernement, donc ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas comme ce pauvre Boualem Santal qu'ils ont mis en Bastille. Donc ils refusent de le prendre. On est obligé de le remettre dans l'avion
Il arrive en avion, il y a un juge qui dit « Ah ben de toute façon, il ne devait pas partir parce qu'il n'est pas coupable. » C'est retailler le coupable. Et bien, quand vous faites ça, vous tirez une balle dans le pied en public et vous donnez raison à un pays qui vous accuse de tous les maux tous les jours, vous passez pour des cons, des clowns, un pays mou, un pays faible. C'est ça qu'il faut commencer à changer. Il faut changer cette haute administration qui, en fait, gouverne le pays. La France est un pays suradministré et sous-gouverné, surnormé dans tous les domaines, paralysant les industries, l'agriculture, les producteurs, et sous-gouverné. Il faut donner à ce pays l'envie de redémarrer. Et il y a énormément de talents. Ils sont tous là. Ils bossent, ils ont envie de réussir. Ils bossent, ils payent la facture voilà. d'adhésion Wine, ils sont heureux. Bon. Mais c'est vrai. Ouais. Alors, Pierre, tu vas soutenir... J'aurai jamais l'occasion de parler de mon bouquin, mais c'est dommage. Vous le lirez après. On l'a compris. Alors, ok, qu'est-ce que tu n'as pas encore dit sur le bouquin qui serait intéressant? Il y a beaucoup de choses qui vont découler du bouquin, mais j'en ai l'essentiel. Ok, allons-y. Non, mais si. Est-ce qu'il y a non, je crois que la conséquence de la guerre va être de Je sais que c'est pas très facile à comprendre objectivement, mais l'une des conséquences de la guerre, de l'après-guerre, où les Américains vont dire c'est votre problème, maintenant vous gérez, c'est qu'on va s'apercevoir que l'Union européenne ne va pas survivre à l'exercice. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, c'est cette zone absolument centrale. C'est une zone de mort. Il y a eu des millions et des millions de morts là-bas. C'est la zone qui est comprise entre l'Allemagne et la Russie. Hypercentrique. Et on va se retrouver en charge de cette zone-là. Ça veut dire qu'on va redécouvrir très rapidement que les Européens, ensemble, ne vont pas pouvoir tenir l'Ukraine. Donc c'est l'Allemagne qui va réémerger comme le pivot dominant, avec autour d'elle un certain nombre de petits États qui vont se retourner autour d'elle, exactement comme après le traité de Versailles. Et nous, les Français, les Anglais, on va pousser vers l'extérieur. Ça va être très compliqué de sauver l'Union européenne après cette guerre. Donc il va falloir qu'on s'asseye, on réfléchisse et on reconstitue une stratégie nationale après tout ça. C'est une des conséquences. Pas mal de gens qui me posent la question, ce qui est en soi intéressant, alors même que depuis l'arrivée de Macron, moi je me suis retiré de la vie politique active parce que je savais que la catastrophe arrivait. Et j'avais vu le gars fonctionner comme ministre des Finances, je me suis dit ça ne va pas le faire. Donc j'ai repris un peu ma liberté et du coup je me suis aperçu qu'avec ce que j'écris, Europe 1, CNews, Le Figaro, etc., j'ai plus d'impact et beaucoup plus libre que d'essayer de me battre avec les caciques de mon parti qui ont peur de tout. Donc je suis beaucoup plus libre. Dans le livre, je cite un papier de mon maître Kissinger qui avait identifié les grands chefs d'État, les périodes de crise. Vous savez, ce qui se passe, c'est que la démocratie, en temps de paix, ne produit que de la médiocratie. Les meilleurs vont faire des affaires, sont des entrepreneurs. Le vrai pouvoir, il est là. Et donc, les types qui n'arrivent pas à trouver de vrai boulot dans le privé, ils font de la politique. Ah, oui. C'est souvent assez médiocre. Ils adoptent des pandas, tu as deux solutions. Bon. Donc, trouver des gens qui aient, comment dire, à la fois... Donc, ce qui se passe, un talent, une envie. Ce qui se passe, c'est que l'histoire montre que c'est pendant les grands moments de basculement, de contradiction, comme disent les marxistes, de guerre, de tensions très fortes, qu'apparaissent des gens qui étaient complètement improbables. Prenez De Gaulle, complètement improbable. Churchill, qui avait été battu aux Dardanelles, cuit et recuit. C'est ces gars-là qui sont sortis. Clémenceau, c'est des gens qui ressortent comme ça, après des phases d'oubli, ou qui arrivent de l'extérieur, et qui se révèlent dans une période de l'histoire où toute la classe politique s'est ruinée, vautrée ou a échoué. Et c'est cette période-là qui est devant nous. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est trouver des gens qui aient à la fois la qualité pour se faire élire, ça c'est un métier. Moi qui ai travaillé pour Chirac, je peux vous dire, c'est un vrai métier, ou Sarkozy, métier. Ensuite, pour gouverner, c'est pas la même chose du tout. Pas du tout la même chose. C'est comme être DAF ou RH dans une entreprise ou ingénieur. C'est des métiers différents. Et puis, avoir une profonde connaissance de son pays, une empathie presque tripale avec ses concitoyens et une compréhension de l'histoire. C'est ça qui
qui fait un homme d'État. Ce sont des qualités extrêmement rares. C'est pour ça qu'il y a des guerres, parce que bien souvent, les pays sont élus par des types qui ne devraient pas être là et qui font beaucoup d'erreurs. Et à l'âge que j'ai aujourd'hui, après avoir beaucoup circulé dans le monde, vu beaucoup de guerres, je me suis occupé d'Afghanistan, de Mali, de plein de choses, Moyen-Orient, d'Ukraine et autres. Je sais ce que c'est que les guerres, je sais ce que c'est que les erreurs que font les gouvernants. Il faut nous souhaiter tous que dans le maelstrom que nous vivons, avec toutes ces médiocrités que nous voyons tous les jours, les petites compromissions, donne-moi un bout de scie, je te donne 4000 fonctionnaires, tu ne me fais pas tomber. Enfin, misérable, misérable. Alors que le pays est en faillite, quoi. Hein. Continue comme ça pendant quelques mois, vous allez voir arriver le FMI. Hein. Tu veux que je te dise un truc, Alain? Quand j'étais ministre du Commerce extérieur, la dernière année, j'ai eu le triste honneur d'avoir le plus haut déficit commercial de l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire 100 milliards, dont 25 à la Chine. Et pour avoir regardé de très près, y compris les exportations de pinards, de vins français, d'industrie, de voir la façon dont on a très peu de choses à vendre. Dans le commerce extérieur, il faut acheter, il faut vendre. Si vous n'avez rien à vendre, vous avez un problème. Or, qu'est-ce qu'on vend, nous? On vend du luxe, on vend un peu d'aéronautique. Je dis un peu parce qu'on partage avec d'autres, les Allemands, les Américains et autres. Airbus, c'est pas que français. Hein. Mais bon, on vend de l'armement, on vend du luxe, on vend les Ferrari du Pinard, c'est-à-dire les grands Bourgognes et les grands Bordeaux. Le reste, ils ont du mal. Ils ne vendent pas. On vend du tourisme, mais là aussi... Millions, quand même, hein. Oui, mais regardez de façon précise si l'argent tombe dans l'économie ou pas, ou s'il repart en Chine. Si on regarde de près, c'est moins facile. Donc, si on regarde tout ça, on s'aperçoit que structurellement, notre pays s'appauvrit. Alors qu'on importe parce qu'on est installé pour garder la paix sociale dans un modèle de surconsommation. Grande distribution, actions, les magasins les moins chers possibles. Les centres Leclerc ont plus d'employés que l'armée française. Je ne sais pas si vous voyez, on est dans un autre monde. En 30-40 ans, la France est devenue un pays de grande distribution. On a tué le commerce de centre-ville. Voilà, donc on s'est installé là-dedans. La question est, qui serait le meilleur candidat pour Matignon? Pour Maintenant Maintenant. Parce que Bayrou, il va durer 2 jours. Après, c'est qui le prochain? Peut-être qu'il peut survivre. Bayrou, comme je lui ai dit, était le seul capable, il est suffisamment centriste pour pouvoir négocier de tous les côtés. Allez, question Caroline. Je vous parlais de suradministration. La première chose à faire, c'est de faire il faut que le président élu fasse tout de suite une réforme constitutionnelle par référendum parce que ça passera jamais par le Sénat. Oui. Il faut supprimer les échelons administratifs. En France, il y a des réunions dans lesquelles vous avez 5 ou 6 participants. Communes, communautés de communes, départements, régions, Comcom, dans tous les sens. Et il y a agglo, pays, tout le monde en rajoute. Pourquoi? Parce qu'il y a 35 000 élus. Ils sont tous contents, ils sont élus, ils ont une écharpe, ils ont des bagnoles, ils ont une secrétaire. Allez, on les vire tous là. Hop. Allez, ensuite. Non, il faudra garder combien à peu près? Il faudrait garder un échelon de gouvernance, redonner au préfet. Ça, c'est important. Parce que vous savez, la France, c'est un vieux pays royal. Vous avez, avec des marquis, des barons, des gouverneurs locaux, des parlements locaux, si vous supprimez l'échelon napoléonien, c'est-à-dire le préfet, chasser le naturel, il revient au galop. Et tous les petits marquis sont de retour. Ils ont chacun leur territoire. Il faut garder le préfet, alors. J'ai dans mon territoire, ils sont tous en train de parler de territoire. Mais on ne t'a pas donné un territoire, du coup, on te demande de sauver la vie des gens. C'est que c'est pas à toi. Bon, on t'aime, Pierre. Allez, engrenage, on l'applaudit chaleureusement, Pierre Lelouch.